Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de réformes et pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Il y a un écocible. La Turquie, le Japon, la Chine. Et rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société. Alors vous voulez qu'on donne un coup de main au changement après que le changement ait échoué? Il faut qu'on parle de tout ça, non? Les élections européennes approchent et l'actuelle mandature est mise à mal sur l'une des principales mesures votées en 2023 par le Parlement européen et les États membres de l'Union européenne dans le cadre du projet vert Pacte vert européen, à savoir l'interdiction de la vente de véhicules thermiques essence et diesel en 2035. Alors que le secteur de l'automobile contribue en moyenne à 15% des émissions de CO2 en Europe, il se pourrait que la Commission européenne soit contrainte de revoir son calendrier, puisque plusieurs conditions ne sont pas réunies, comme l'indique le dernier rapport de la Cour des comptes européenne sorti en avril, parc roulant encore trop polluant, faiblesse des ventes de véhicules électriques au sein de l'Union européenne et manque de lignes claires sur le développement de carburants alternatifs. Par ailleurs, la liste des critiques ne se cantonne pas à ces trois conditions et s'allonge dès lors que l'on considère aussi les autres enjeux économiques, industriels, géopolitiques, environnementaux et sociaux qui touchent l'ensemble des acteurs. De fait, alors que cette mesure était déjà critiquée avant même son vote, les critiques et inquiétudes se renforcent comme en attestent les récentes prises de position et interviews de grands industriels automobiles tels que les PDG de Stellantis, Carlos Tavares, ou de Renault, Luca de Meo. Dans ce cadre, Jean-Philippe Permine, vous êtes directeur de l'Institut Mobilité en Transition et vous avez rédigé une note en avril pour le think tank Terra Nova intitulée « Fin du véhicule thermique, pourquoi et comment y parvenir ?», où vous revenez sur les principales controverses remettant en question la crédibilité de ce projet et le développement du secteur du véhicule électrique. Dans ces 3 épisodes de la petite conversation, nous allons revenir sur votre note, à la fois pour rappeler le contexte dans lequel s'est inscrit ce projet, évoquer vos différents arguments en faveur de ces derniers, mais aussi vos préconisations et recommandations pour assurer le respect des objectifs fixés par la Commission. Dans ce premier épisode, nous allons discuter du contexte dans lequel la mesure sur l'interdiction de la vente de véhicules thermiques en 2035 a été votée et pourquoi elle fait désormais tant débat. Tout d'abord, Jean-Philippe Hermine, merci de nous avoir rejoints pour ce podcast. Et pour commencer cet épisode, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer et expliquer à nos auditrices et auditeurs la chaîne des batteries de véhicules électriques, ce qui compose une batterie de véhicules électriques et comment fonctionne-t-il ? D'accord, on va commencer par des aspects un peu techniques, si je comprends bien, pour aller ensuite sur les aspects politiques, sociaux et industriels. Écoutez, le véhicule électrique, je pense que c'est assez évident. Un moteur électrique, c'est simple, hein, c'est un rotor, un stator. Donc on a une rotation et puis avec ça, on fait rouler des roues. Voilà, tout simplement, il faut de l'énergie pour alimenter ce moteur électrique, hein, qui équipe beaucoup d'équipements de notre vie quotidienne. Et ce qui manquait jusqu'à présent, c'était un moyen de stocker l'énergie électrique pour la restituer en quantité suffisante au moment où on en a besoin dans le véhicule, ce qui n'était pas évident avant l'arrivée d'un certain nombre de technologies, de chimie, notamment de batteries, qui permettent cela avec une prestation en quelque sorte qui est assez comparable à ce qu'on avait avec un véhicule thermique. Donc un véhicule électrique, c'est un moteur électrique et une batterie qui remplace le moteur thermique, c'est-à-dire un moteur à explosion, qui fonctionnait, vous l'avez dit, soit au diesel, soit à l'essence, qui était alimenté par un carburant d'origine fossile pour la plupart, pour 98% des carburants utilisés depuis une centaine d'années, hein, qu'existe le véhicule thermique, un carburant donc issu du pétrole après raffinage. Et donc on a un changement de vecteur énergétique. D'un côté, on avait le carburant qui était brûlé, qui disparaissait, à un vecteur énergétique qui est un vecteur de stockage d'énergie, la batterie, qui d'abord se charge avec une énergie que l'on souhaite décarboner, c'est très important, hein, et on est en train de développer les énergies décarbonées, l'électricité décarbonée partout dans le monde et en particulier en Europe. En France, on est déjà extrêmement décarboné au niveau de notre électricité. Donc elle se charge en électricité décarbonée, c'est pour ça qu'on va avoir un bilan nettement meilleur environnemental avec le véhicule électrique qu'avec le véhicule thermique, et on alimente un moteur électrique qui fait tourner les roues, comme je l'ai dit précédemment. C'est parfait. Et à ce propos, comment est composée une batterie de véhicule électrique ? D'accord. Alors une batterie, c'est constitué de cellules qui sont des alternances de cathode et d'anode avec un électrolyte au milieu. Il y a une circulation des électrons entre ces cathodes et anodes.
je ne vais pas vous faire un cours de physique et de chimie autour du déplacement des ions, mais disons, voilà, ce sont des cellules, ça représente... Alors, elles ont différentes formes, elles sont soit enroulées, soit en patch, enfin, bon, ça représente à peu près la taille d'un portefeuille, en quelque sorte, un petit peu plus grand que ça, c'est peu épais, et on accumule des cellules comme ça dans des modules, et ces modules sont eux-mêmes accumulés dans une batterie. On peut avoir 5, 6, jusqu'à 25 ou plus modules. Et ça va donner la capacité de la batterie, la puissance de la batterie. Hein. Et il y a également un système de management de l'énergie qui est associé à cette batterie-là. Et tout ça est dans un casing, c'est-à-dire dans une enveloppe généralement en aluminium. Et à la fin, il n'y a presque plus qu'à brancher pour que ça fonctionne. Le système de management de l'énergie, de l'électricité, ça sert d'une part à charger la batterie, et puis avec une compatibilité avec les différents systèmes d'approvisionnement de cette batterie. Et puis il y a des puissances différentes de charge de la batterie qui vont permettre de la charger plus ou moins vite. Hein, c'est la question du temps de recharge qui est important dans la prestation. Et puis ensuite, ça sert donc à fournir une énergie de manière continue ou à la demande en fonction du besoin du véhicule. Très bien, et justement, tout en restant sur l'aspect un peu technique et historique, vous l'avez tout à l'heure cité, la voiture électrique, ça fait une centaine d'années qu'elle existe, alors qu'elle présente un caractère assez innovant et technologique. On pourrait se dire que c'est une invention qui est vraiment assez récente, mais en réalité, elle date plutôt de la fin du 19e siècle, lorsque l'inventeur et ingénieur français Gustave Trouvé arpentait les rues de Paris avec un tricycle équipé d'un moteur électrique et d'accumulateurs au plomb. Cependant, c'est que maintenant que le véhicule électrique se présente comme la solution capable de répondre aux besoins et défis des sociétés contemporaines. Comment ça se fait qu'il soit tout ce temps resté marginal face à son principal concurrent, c'est-à-dire le véhicule thermique ? C'est une bonne question. Je vous l'ai dit, c'est un procédé qui est très simple par rapport au moteur à explosion. C'est aussi un procédé beaucoup plus rentable d'un point de vue énergétique, beaucoup plus efficient d'un point de vue énergétique. On ne perd pas autant d'énergie que dans un moteur thermique où près des 2/3 de l'énergie sont dissipés sous forme de chaleur principalement. Et donc, on a une utilisation de l'énergie disponible qui est beaucoup plus intéressante avec un véhicule électrique. En plus, c'est un mécanisme qui est relativement simple, hein, les rotors et les stators. Et donc, c'est un moteur qui va nécessiter beaucoup moins d'entretien. On n'a pas les vidanges à faire, il y a beaucoup moins de risques de panne. Donc c'est quelque chose qui est effectivement fiable et très efficient d'un point de vue énergétique. Alors pourquoi ça n'a pas émergé plus vite dans l'offre des véhicules ? Eh bien, c'est qu'au moment où sont apparus les véhicules, on a aussi l'apparition en quelque sorte en grandeur importante de la prospection pétrolière, de ces carburants qui sont arrivés sur le marché, qui présentaient l'avantage d'avoir une bonne concentration volumique d'énergie, en quelque sorte, facilement restituable et facilement stockable. Le problème de l'électricité, c'est son stockage. Hein. Et les solutions, d'abord, à l'époque où on a développé ce véhicule électrique, il y a une centaine d'années, comme vous le rappelez, l'électricité était relativement rare, pas si facile à produire et à traiter d'un point de vue sécuritaire, et pas du tout facile à stocker. Et donc, on a privilégié naturellement ce carburant qui était là, disponible, facile à stocker, qui avait une très forte capacité énergétique, les carburants issus de l'énergie fossile. Et on est resté sur cette technologie pendant des années, sans s'intéresser à l'électrique, jusqu'à ce que se développent des chimies de batterie, des innovations au niveau de la batterie, qui d'ailleurs viennent beaucoup du développement des ordinateurs, des téléphones, où on a dû travailler la militarisation des téléphones et des ordinateurs pour avoir une densité, une durée de vie plus importante que les batteries qu'on utilisait jusqu'à présent, qui étaient des batteries au plomb ou des batteries au cadmium, qui n'ont pas les mêmes caractéristiques de densité d'énergie stockée. Et donc cette innovation autour d'autres produits a conduit à développement de chimie. Puis il y a un moment,
on s'est dit, finalement, on arrive à des capacités de stockage qui sont compatibles avec la conduite automobile sur route. Quand je dis on s'est dit, quelques-uns se sont dit, et très peu se sont dit, ont osé ce pari de passer à cela. Les chimies en question, ce sont des chimies de type lithium-ion, avec différents composants associés à ça. Il y a toute une batterie, pour le coup, un spectre de chimie possible autour du lithium-ion qui sont mis en œuvre en fonction des besoins. Mais ce sont toutes des batteries relativement performantes en stockage, en restitution, en durabilité maintenant. Et les quelques-uns qui ont eu le courage de le faire, c'était il y a une quinzaine d'années, de se lancer. C'est Tesla d'un côté, Nissan Renault de l'autre, qui ont été des pionniers à se lancer là-dedans. Alors que beaucoup de constructeurs n'y croyaient absolument pas à l'époque. Et justement, vous avez beaucoup accentué sur l'aspect innovation technologique, mais il est vrai qu'il faut aussi considérer désormais, on en parle beaucoup depuis le début de la décennie et des années 2000, de cet enjeu écologique et des enjeux environnementaux et même de l'urgence écologique. Pour en revenir justement au contexte dans lequel cette mesure a été votée, pourquoi l'Union européenne justement a-t-elle pris ce parti de mettre en place un projet qui est celui de l'interdiction des véhicules thermiques à horizon 2035, et pourquoi justement cette date? Et au-delà de répondre en partie aux enjeux environnementaux, est-ce que ce projet c'est aussi une opportunité industrielle et économique pour l'Europe? Alors, ça peut être une opportunité industrielle et économique pour l'Europe. On va y revenir en détail. Mais je pense que votre première partie de la question, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé finalement à se dire, au niveau du décideur public et au niveau d'instances très importantes, et pas seulement en Europe, au Japon, en Corée, en Chine, aux États-Unis, dans 12 États des États-Unis qui sont très en avance aussi sur ce cadre réglementaire. Maintenant, l'ensemble des États-Unis, le Canada, etc., enfin presque tous les pays du monde ont une trajectoire pour électrifier les véhicules. N'oublions pas, gardons à l'esprit que l'Europe n'est pas spécifique dans ce choix. Et d'ailleurs, pour parler des enjeux industriels plus tard, probablement, on reviendra sur cette question de la rapidité à laquelle le monde se transforme. La grande majorité du monde en volume de vente de véhicules, effectivement, est dans des trajectoires d'électrification. Et l'important, c'est de ne pas rater cette transition industrielle et de ne pas procrastiner dans notre démarche, notre dynamique de transformation industrielle. Alors, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé partout dans le monde à considérer ça? C'est lié principalement aux bénéfices environnementaux du véhicule électrique. Pendant 100 ans, on ne s'en est pas beaucoup préoccupé. Et depuis qu'on a montré le caractère anthropique du réchauffement climatique, qu'on a pu quantifier avec le GIEC tous les impacts que ça peut avoir, on a demandé à travers la COP21 à tous les États de s'engager dans des trajectoires de décarbonation de toutes les activités. Et là, on avait, pour cette activité qui est un des plus gros émetteurs, si ce n'est le plus gros émetteur mondial, je parle du transport routier, on avait une solution technologique à disposition pour réduire d'au moins de moitié, quand on prend l'intensité carbone de l'électricité produite en Europe, au moins de moitié nos émissions. Eh bien, il fallait plonger dessus, il fallait effectivement s'engager, et tous les États se sont posé la question et ont choisi de s'engager vers une électrification des véhicules pour sortir des énergies fossiles qui sont, on le sait, extrêmement problématiques pour le réchauffement climatique. Je ne parle pas d'un véhicule qui est propre, je parle d'un véhicule dont l'empreinte carbone sur l'ensemble du cycle de vie, y compris la production, la fin de vie, le recyclage, etc., sur l'ensemble du cycle de vie, a une empreinte au niveau européen en phase d'usage de 2 fois moins importante que le véhicule thermique, donc 50%, un abattement de 50% de nos émissions, c'est à prendre immédiatement. Immédiatement, ça prend du temps quand même quand on a des secteurs industriels aussi importants avec une inertie très importante. Donc 2035, c'est à la fois proche, mais c'est le temps qu'il fallait pour s'adapter d'un point de vue industriel, pour s'adapter en termes d'infrastructures aussi, puisqu'il faut des infrastructures de charge, etc. C'est le temps qu'on a jugé nécessaire pour réussir cette transition. Elle est progressive. On n'a pas décidé simplement d'arrêter les véhicules thermiques en 2035. On a décidé également au niveau européen et partout ailleurs, je dis en Californie, dans les États américains, au Japon, en Corée, en Chine, etc., d'avoir une trajectoire
qui fixe une progression, disons, de l'électrification des parcs. Alors, on n'en parle pas beaucoup au niveau européen ou dans les médias parce que c'est un peu plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'on a imposé aux constructeurs de respecter des normes de CO2 par kilomètre parcouru pour la moyenne des ventes de l'année. C'est-à-dire on cumule l'ensemble des véhicules électriques et l'ensemble des véhicules thermiques. Les véhicules thermiques sont plus ou moins performants en efficience énergétique, c'est-à-dire en émissions de CO2 par kilomètre parcouru. Ces émissions seront fortes pour un SUV, seront beaucoup plus faibles pour un petit véhicule que pour un gros véhicule, vous comprenez bien. Et donc on fait la moyenne des ventes pour chacun des constructeurs. Et ils doivent réduire de l'ordre de 15 à 30% tous les 5 ans leur émission totale, ce qui crée mécaniquement le développement du marché du véhicule électrique en développant l'offre. C'est un choc d'offre qui est créé par cette réglementation et qui va jusqu'à 2035 à zéro. Le 2035, c'est simplement l'atterrissage à zéro de cette trajectoire qui a été définie et qui semble raisonnable quand on prend les enjeux du réchauffement climatique. Pour autant, vous nous présentez plein d'avantages justement aux véhicules électriques, sur notamment les trajectoires bas carbone et que finalement, non seulement d'un aspect technique, c'est efficient, mais aussi ça a des bénéfices, comme vous l'avez rappelé, environnementaux. Cependant, ce projet, comme j'ai pu le rappeler dans mon introduction, il est critiqué non seulement par le dernier rapport de la Cour des comptes de l'Union européenne, parce que plusieurs conditions ne sont pas réunies, mais aussi par des grands industriels tels que Carlos Tavares ou Luca de Meo. Quelles sont justement les principales critiques au-delà du rapport qui reviennent pas mal justement dans le débat, et aurait-il fallu plutôt fixer une date plus éloignée comme 2040 pour justement répondre à l'ensemble justement des besoins et des critiques qui sont reliés justement au développement du secteur du véhicule électrique? Oui, enfin, je pense que personne ne demande 2040. Si vous écoutez M. Tavares ou M. Di Meo, ils commencent à dire oui, c'est difficile, on a besoin d'aide. C'est de l'aide qu'ils demandent, de l'aide de formation des gens, pour la transformation industrielle, mais ils ne demandent sûrement pas à modifier la date de fin des véhicules thermiques, si vous les écoutez bien. D'ailleurs, ils sont assez contradictoires quelquefois dans leurs propos, mais ils ont bien compris, ils savent très bien qu'on ne peut pas procrastiner en quelque sorte dans cette transition, et que si on se donne du temps, il se passera simplement de la prise de retard par rapport à la fois aux enjeux climatiques, ce qui n'est pas très pertinent par rapport à ce qui nous arrive en termes d'impact environnemental, et ni sur le plan industriel pour ces groupes qui, je le rappelle, et c'est très important, il y a 3 ans, lorsque la Commission européenne a décidé de mettre fin aux véhicules thermiques, étaient très positifs sur leur capacité à faire, étaient même très allants. Je me rappelle très bien que Stellantis disait qu'en 2030, lui, il aurait toutes ses ventes en Europe en véhicules électriques, alors qu'on lui demandait 2035. De même pour Luca de Meo. C'est-à-dire qu'il critique l'aspect réglementaire. C'est normal parce que c'est une intrusion sur un marché qui est resté très très libre pendant une centaine d'années, comme vous l'avez raconté, avec un business model très très constant et résilient. On vend un véhicule neuf à des personnes qui le revendent à d'autres personnes sous forme d'occasion, etc. On renouvelle le marché. Enfin, non seulement le véhicule, d'un point de vue technologique, restait extrêmement stable, on l'a amélioré en permanence, je parle des véhicules thermiques, mais en plus, le business model est resté aussi totalement stable avec un business model de possession individuelle, etc. Et tout d'un coup, il y a une intrusion, on va dire, du politique, d'un agenda sociétal ou d'un agenda climatique dans le marché, et ça dérange. Mais lorsqu'on a décidé il y a 3 ans d'interdire les véhicules thermiques en 2035, je me rappelle très bien que toutes ces entreprises étaient à dire j'y arriverai plus tôt, j'y arriverai en 2030. Et pourquoi elles faisaient ça? D'abord parce qu'elles avaient confiance sur la performance du véhicule, et elle est là tout à fait, et les clients sont extrêmement satisfaits lorsqu'ils y passent, mais surtout ils cherchaient des valorisations à la Tesla, qui s'envolait très très fort. C'est-à-dire qu'il y avait des pure players véhicules électriques qui étaient là et qui fonctionnaient extrêmement bien. Donc en fait, il y a une réaction
aux médias. Il y a une demande d'aide, effectivement, qui est parfaitement légitime des pouvoirs publics pour un accompagnement de la transformation industrielle. Mais il y a aussi tout ce jeu autour du positionnement des entreprises. Est-ce que je suis prêt, plus prêt? Est-ce que finalement je vais tirer mon épingle du jeu plus ou moins facilement autour de cela? Et je pense qu'il faut être extrêmement prudent par rapport aux prises de position des constructeurs, qui sont assez changeantes, vous le voyez bien, sur la question. Je pense que le sujet est assez sérieux et trop sérieux pour être assez émotionnel comme il est traité de temps en temps. Quant à la Cour des comptes européenne, c'est un avis parmi beaucoup d'autres, et il ne faut pas trop non plus se focaliser là-dessus. Mais à l'instar de la note que j'ai faite, je veux dire, il faut reconnaître un certain nombre de difficultés quand on est engagé dans une transition. Bien sûr que tout n'est pas rose, tout n'est pas facile, et voir ces sujets avec lucidité, les uns après les autres, pour voir dans quelle mesure on peut les surmonter, dans quelle mesure ils ont un impact social, un impact industriel, un impact économique, un impact de souveraineté, et essayer d'apporter des solutions à chacun d'entre eux de manière un peu sereine et pas passionnée et pas trop politique. Parce qu'encore une fois, le stop and go serait extrêmement dommageable à l'Europe, à la France, à l'industrie, et créerait de la confusion chez les gens en plus. Donc j'essaye, moi, de m'attacher à expliquer ces controverses, à faire des contre-propositions pour les lever, pour les surmonter. Mais voilà, c'est la seule réponse, je pense, qui est valable et valide à ce stade, dans un moment où on devient un petit peu nerveux autour de cette question-là, effectivement. Alors, j'ajouterais également, puisque vous m'avez dit que j'avais souligné très fortement donc les avantages du véhicule électrique dans le débat sur le réchauffement climatique, puisqu'on a bien une émission de CO2 qui est beaucoup plus intéressante sur l'ensemble du cycle de vie. Et ça, tout le monde le reconnaît. Mais on a d'autres avantages qui sont aussi importants pour d'autres pays et d'autres régions du monde. Le véhicule électrique, c'est zéro émission au roulage. Et ça, c'est très très important dans des régions comme la Chine, comme l'Inde, où la vie dans les villes est compliquée, voire réduite en durée de vie potentielle pour les enfants, etc., liée à la pollution urbaine. Donc là, il y a aussi un co-bénéfice qui est extrêmement important et qui est tout aussi motivant pour certains pays que celui du réchauffement climatique comme celui qui est mis en avant en Europe. Je dirais qu'il y a un troisième bénéfice qu'il faut considérer et réaliser, c'est celui de la capacité d'imaginer et de mettre en place une économie circulaire autour de ces véhicules, puisque on ne va plus, comme je le disais précédemment, brûler le vecteur énergétique en créant des émissions de carbone, mais on va utiliser un système de stockage qui n'est pas détruit et qui est parfaitement recyclable. Et donc, on va créer en quelque sorte, une fois qu'on aura créé un stock de métaux critiques ou de métaux, enfin de composants nécessaires pour des batteries, on peut créer un stock sur lequel on va alimenter une économie circulaire et donc sortir de la souveraineté, de la dépendance, aux énergies fossiles et aux pays qui les produisent. Et on sait que tout ça a créé dans le siècle que vous avez évoqué, beaucoup de problèmes de dépendance, des problèmes économiques et des problèmes sécuritaires et des problèmes de tensions internationales. La dépendance que l'on a à l'Arabie Saoudite, à la Russie, etc., on en mesure les conséquences et le poids avec les crises que l'on traverse actuellement. Donc, vous voyez, il y a quand même, au sein de cette transition, de cette transformation, beaucoup de promesses. Alors je suis d'accord, elles sont à réaliser. Et c'est là que c'est important d'être précis sur ce qui se passe, sur nos forces, nos faiblesses, nos retards, pour trouver le chemin qui permette à la fois de résoudre les problèmes, de rendre acceptable cette transition, mais également d'en tirer profit. Parce qu'il y a des éléments, je vous dis, structurels, des éléments d'autonomie, de souveraineté, des éléments de circularité, etc., qui sont très intéressants à réaliser dans cette transition vers le véhicule électrique. Écoutez, Monsieur Hermine, je vous remercie pour tous ces éléments de réponse. Justement, pour ne pas aller trop loin sur l'aspect des critiques et des controverses qui seront abordées dans notre prochain épisode, je vais m'arrêter là sur ce premier lot de questions.
En tout cas, je vous remercie et nous vous remercions d'avoir participé à ce podcast. Nous espérons que cet épisode contribuera à changer notre regard sur cette problématique et nous vous disons à très bientôt. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à La Petite Conversation, disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute, à suivre Terra Nova Jeune aussi sur l'ensemble de ses réseaux sociaux, à savoir LinkedIn, Instagram et Facebook, et à partager ce podcast autour de vous. À bientôt pour plus d'épisodes.